Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Je salue aussi nos auditeurs à distance et je salue Ulrich Frank en la remerciant beaucoup d'être là parmi nous pour ce 11e cycle de l'achat grands enjeux stratégiques contemporains. Ça veut dire qu'on vous a attendu pendant 11 ans presque. Mais entre-temps, vous êtes devenue voilà, une très brillante experte, très renommée, très connue. D'abord, aujourd'hui, en exerçant au sein du Conseil européen pour les relations internationales, European Council on Foreign Affairs, Foreign Relations, et où vous êtes notamment chargé de l'initiative technologie et puissance européenne. Vous avez dans votre portefeuille d'activités et de réflexion toutes les questions qui ont trait évidemment à la défense européenne, bien sûr à la défense de l'Allemagne, à l'impact des nouvelles technologies, mais j'évoquais une très brillante chercheuse et qui a été aussi une très brillante étudiante à Sciences Po, et puis ensuite il y a un moment, ça, mais à l'Université Saint-Gall, et puis surtout pour sa thèse avec Serhiy Strachan sur l'utilisation des aéronefs sans pilote, qui a été une thèse très remarquée à l'époque, en 2012, donc à Oxford. Je crois que d'ailleurs cette thèse a obtenu ensuite, plus tard, en 2019, au moment de sa publication, un prix de thèse de la conférence de sécurité de Munich, le prix de thèse John McCain. Que dire d'autre? Vous avez été associé à certains travaux, notamment au sein des Nations Unies, et dans ce cadre de réflexion autour notamment de la problématique droits de l'homme et utilisation des drones, notamment dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, ce qui fait qu'on recroise des problématiques qu'on a vues, par exemple avec Elie Tenenbaum ici. Et puis, vous êtes co-animatrice du podcast Sicherheitshalber, qui veut dire par précaution, par mesure de précaution, pour plus de précaution, c'est un adverbe en allemand. Donc voilà, qui est un très bon podcast. D'ailleurs, il faudrait finalement l'importer aussi en France et le développer. Je pense que c'est une très bonne idée, c'est un très bon podcast. Vous savez, on fait quelque chose un peu similaire avec justement le collimateur. Donc, c'est vrai. Ça Ah oui, c'est vrai. aussi exister en France. C'est vrai. On salue l'auteur du collimateur. Je ne sais pas s'il est là, il est quelquefois là. Dans vos dernières publications, publiées par la Heinrich Böll Stiftung, un travail qui était en réalité sur le débat sur l'armée européenne, un débat sans fin, un débat inutile ou utile, et puis bien sûr toujours des travaux sur les robots, les drones. On est vraiment très heureux de vous avoir aujourd'hui pour cette conférence où vous allez nous aider à réfléchir, bien sûr, aux conséquences des transformations stratégiques sur le paysage mondial, plus particulièrement, évidemment, dans les conflits actuels, la guerre d'Ukraine, la guerre de Gaza. Ulrich, les règles sont toujours les mêmes, donc vous avez le temps de parole presque que vous voulez. Et puis après, si vous voulez, on échange un tout petit peu tous les deux et on passe très largement la parole à la salle avec, comme toujours, des questions qui vous sont d'abord adressées par les étudiants. Alors, certains se réfugient toujours en haut et derrière le projecteur, donc on ne les voit pas. Mais je ferai attention. Et puis ensuite, par les auditeurs. Non, mais vous, je vous ai vu, vous êtes bien placés. Ok, c'est ceux de mon séminaire, mais il y en a peut-être d'autres que je vois aussi là-bas, que je reconnais. Ulrich, vous avez la parole, et voilà. Et puis on passera ensuite aux questions. Eh bien, merci beaucoup. Il y a quelques inférences. Oui. Tout le monde est content avec le son? Ça va? Ok, je commence. Eh bien, bonsoir. Je suis ravie d'être parmi vous ce soir. Merci beaucoup pour l'invitation. Et il faut le dire, il est relativement rare pour moi de pouvoir donner des conférences en français, car la majorité de mon travail est quand même en anglais ou alors en allemand. Et donc, je suis particulièrement heureuse de pouvoir vous présenter mes idées et réflexions sur les nouvelles technologies militaires ce soir en français. C'est une gentillesse que vous nous faites de surcroît.
Le titre et le sujet de ma présentation est « Transformation technologique et stratégique de la guerre, notamment en relation avec les conflits actuels ». Je vais donc vous parler des nouvelles technologies militaires, comment ils sont utilisés aujourd'hui en Ukraine et ailleurs, et quelles leçons on peut tirer pour le futur du conflit militaire. Avant de commencer et avant même, disons, l'annonce du plan, un mot sur les nouvelles technologies militaires. Les nouvelles technologies, en fait, ce n'est pas très bien défini comme terme. La question, justement, se pose à quel moment une technologie cesse d'être nouvelle et devient ancienne ou alors établie. L'OTAN parle de technologies émergentes et disruptives et nomme 9 domaines technologiques prioritaires. Parmi eux se trouvent l'intelligence artificielle, les systèmes hypersoniques, les systèmes autonomes, mais aussi, beaucoup plus large, les matériaux et procédés de fabrication innovantes, les biotechnologies, les technologies quantiques et les réseaux de communication de nouvelle génération. Donc, vous voyez que d'un point de vue analytique, ce sont des catégories très différentes et parfois, c'est une nouvelle capacité militaire assez bien définie et parfois, c'est tout un champ de développement technologique. Autres acteurs parlent justement des technologies révolutionnaires, mais là-dedans, bien entendu, il y a un jugement, il y a une évaluation. La désignation révolutionnaire fait référence à un changement fondamental et cette désignation est souvent dépendante d'un succès militaire et non seulement de l'émergence ou d'existence d'une nouvelle technologie. Personnellement, j'ai beaucoup de sympathie pour Mikhailo Fedorov, le ministre ukrainien de transformation digitale, qui parle tout simplement de technologie, quand il disait en avril 2023 « La clé pour la victoire ukrainienne est le courage des Ukrainiens plus la technologie ». Pour moi, pour mon travail, ces questions de définition et de désignation ne sont pas les plus importantes. Et là, j'ai l'avantage que je ne suis pas avant tout une universitaire, mais une think tanker. Donc, moi, je regarde ce qui se passe actuellement au niveau technologique sur les champs de bataille. Je ne vais pas vous parler de toutes les technologies anciennes, nouvelles, établies, en émergence, connues ou peu connues, qui sont utilisées sur le champ de bataille. Plutôt, je me focalise sur certaines qui n'étaient pas présentes ou pas présentes de la même manière dans d'autres guerres. Et c'est ça ma définition de technologie nouvelle, qui, je veux bien l'admettre, n'est pas parfaitement rigoureuse d'un point de vue académique, mais qui marche en définition de travail. Donc, une petite annonce de plan. Étant donné que j'étais en fait étudiante à Sciences Po et que maintenant je donne des cours, je vais bien sûr faire une présentation à 2 parties. Je vais commencer par une première partie un peu plus descriptive. Donc ici, je vais partager avec vous les observations qu'on peut faire en ce moment dans les guerres actuelles. Donc, quelles technologies nouvelles sont utilisées en ce moment en Ukraine, au Moyen-Orient, en mer Rouge ou ailleurs, et comment ces technologies sont utilisées. Dans cette partie, je parlerai surtout, pas de surprise, des drones, mais aussi de l'intelligence artificielle et de l'espace. Et dans une seconde partie, je vais partager avec vous 3 points de réflexion tirés des observations de la première partie. Donc là, c'est l'aspect plus analytique. Et donc, dans cette partie, il y aura aussi certaines leçons et recommandations. Après tout, comme je disais, je suis une think tanker, donc je peux me le permettre. Je vais conclure avec une liste des points les plus importants et peut-être à la fin, on peut aussi discuter des éléments à regarder dans l'année à venir et dans les années à venir. J'ai aussi beaucoup d'idées sur ça. Un mot encore sur la motivation, ou sur ma motivation de faire ces recherches. Là, ça fait plus qu'une décennie que je travaille sur l'impact du changement technologique sur la guerre, les révolutions en affaires militaires, la transformation, l'innovation militaire, c'est le contexte académique dans lequel mon travail se situe depuis des années. Et donc, les développements actuels peuvent nous donner des réponses à des questions académiques, par exemple sur la façon dont une innovation se poursuit, sur les acteurs importants et autres. Mais l'intérêt et mon intérêt est justement pas purement académique, au contraire. Les guerres actuelles, mais aussi les guerres de manière générale, sont toujours des terrains d'essai de nouvelles technologies. Et c'est ici
que se décide ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et donc nous, les Européens, les Occidentaux, doivent regarder ceci de très près, justement pour nous préparer aux conflits du futur. Donc, que peut-on alors observer dans les guerres actuelles, surtout en Ukraine, en ce qui concerne l'utilisation des nouvelles technologies comme les drones, l'IA et autres? Donc, comme je disais, je vais faire un peu plus long sur les drones et sur l'intelligence artificielle et un peu plus court sur l'environnement de l'espace. Donc, sur les drones, à mon avis, il y a 4 aspects à repérer. Premièrement, et tout simplement, si vous voulez, c'est l'importance extrême et vraiment l'omniprésence des drones dans les conflits actuels, surtout en Ukraine. Deuxièmement, l'importance que jouent les drones civils. Troisièmement, le rôle des drones kamikazes, ou comme on dit, munitions rôdeuses. Et finalement, le rôle croissant des drones non aériens, donc drones ou, si vous préférez, robots, maritimes et terrestres. Donc ça, c'est les 4 aspects. Commençons par l'importance et l'omniprésence des drones. Peu importe à qui je parle en Ukraine, peu importe quel rapport on lit, la centralité des drones en ce moment en Ukraine est vraiment difficile à exagérer. Ils sont utilisés pour le renseignement, pour l'attaque, pendant des opérations, en dehors des opérations. Les drones sont devenus omniprésents dans les ciels ukrainiens. Le renseignement, la surveillance, la reconnaissance, donc ISR, reste la capacité la plus importante des drones. Parce qu'en fait, toutes les drones, indépendamment de leur autre capacité, de leur autre tâche, portent des systèmes de reconnaissance, surtout des caméras. Les drones sont essentiels pour trouver les troupes, véhicules cachés ou alors dépôts d'armes des ennemis, pour repérer les mouvements de troupes, mais aussi pour assurer la bonne dissimulation de ses propres troupes. Et nous constatons ici un changement notable par rapport au passé. Les images et les vidéos capturées par les drones sont accessibles à un très grand nombre de personnes et aussi à des niveaux hiérarchiques peu élevés. Alors que dans le passé, en fait, seuls les commandants militaires de haut niveau avaient accès aux données de reconnaissance obtenues par les satellites, par exemple, ou alors par les avions. Aujourd'hui, un soldat d'infanterie a son propre drone, ou alors les soldats d'infanterie peuvent se connecter aux drones des autres et voir leurs vidéos. Et les commandants peuvent se connecter au flux de nombreux systèmes déployés sur le champ de bataille, et ceci en temps réel. Donc en Ukraine, on se trouve dans une situation où le déploiement simultané de milliers de drones a créé un champ de bataille presque transparent. Chacun sait ce que fait l'autre, personne ne peut vraiment s'engager dans la manœuvre, et c'est aussi ça qui explique en partie l'impasse qu'on observe en ce moment en Ukraine. Bien entendu, et ça c'est très important, ce champ de bataille transparent duquel on parle beaucoup en ce moment ne signifie pas que le fameux brouillard de la guerre que Karl von Clausewitz a décrit a été levé complètement. On voit plus et peut-être même tout, mais ça ne veut pas forcément dire qu'on sait tout. Et il y a une différence importante là. Les drones sont utilisés aussi pour l'attaque. Soit les drones sont armés, donc ils portent des missiles ou explosifs, ou dans le cas des drones kamikazes, ils sont eux-mêmes la munition, ou alors les drones sont utilisés pour repérer une cible qui après est engagée par d'autres moyens, par exemple l'artillerie. Il y a quelques semaines, il y avait une description détaillée d'une opération de l'armée ukrainienne dans le Wall Street Journal, et je trouvais ça fascinant parce que bien que le drone ne fût pas du tout le focus du reportage, il était vraiment omniprésent, important à tout moment de l'opération, et c'est ça la situation en ce moment. Et dans ce contexte, il faut aussi parler de masse. Le nombre de drones a atteint des chiffres incroyables. Il faut ajouter, moi j'avais prédit que oui, dans les guerres du futur, il va y avoir beaucoup de drones, mais je n'aurais pas imaginé les nombres desquels on parle maintenant.
Donc, Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, a annoncé récemment que l'Ukraine veut produire 1 million de drones cette année. 1 million de drones cette année. Une étude du Royal United Services Institute, RUSI, à Londres, qui a été publiée en mai dernier, avait estimé que l'Ukraine perd 10 000 drones par mois. Et il est bien probable que ce nombre a déjà été dépassé, étant donné que ça a été publié en mai. Et d'après les informations ukrainiennes, leurs forces armées utilisent 71 systèmes de drones différents. Ça aussi, c'est une information qui date il y a quelques mois, donc ça aussi, ça peut avoir changé. Juste une petite comparaison qui, à mon avis, s'impose. Les forces armées allemandes, que je connais le mieux, donc j'utilise ça comme exemple, mais c'est assez similaire en France. Les forces armées allemandes ont en ce moment 8 systèmes de drones différents, donc 8 au lieu de 71 en Ukraine. Et il y a un seul système duquel les Allemands ont plus que 100 exemplaires, tandis que les Ukrainiens, encore une fois, perdent 10 000 drones par mois ou plus. Jusque-là, je vous ai parlé des drones comme si le terme drone décrivait un seul système ou une seule capacité, mais en réalité, il est bien entendu extrêmement important de préciser de quel drone on parle, car et j'imagine que vous l'avez quand même bien compris, Zelensky ne dit pas de vouloir produire 1 million de drones Reaper, donc le célèbre drone américain qui peut qui peut transporter une charge utile de plus d'1 tonne et qui a une envergure de plus de 20 mètres. En Ukraine, on parle surtout des systèmes plus petits qui ne pèsent souvent que quelques kilos et qui sont souvent issus du civil. Et c'est ça le deuxième aspect à repérer. Donc, les quadcoptères civils, surtout ceux produits par le fabricant chinois DJI, ont joué un rôle important. Plus récemment, les drones de course avec vue à la première personne, donc on parle de First Person View Drones, FPV drones, sont devenus la capacité recherchée des deux côtés. Ces drones ont été conçus à l'origine pour la course de drones. Leur opérateur les pilote à l'aide d'un casque, et ces drones FPV sont extrêmement rapides et agiles. On parle d'une vitesse de à peu près 160 km/h. Il existe aussi des systèmes militaires plus grands et plus classiques. L'Ukraine, vous l'avez probablement lu, par exemple, a aussi utilisé le Bayraktar TB2 produit par les Turcs. Et la Russie utilise, par exemple, le drone Orion. Mais une grande partie des drones utilisés en Ukraine sont des systèmes légers. Ces systèmes ne sont pas exclusivement issus du civil. Donc, en fait, l'Ukraine est devenue un fabricant vraiment important de drones. Et d'ailleurs, à mon avis, c'est une capacité et une expertise, donc capacité industrielle et expertise, que j'estime va prouver utile pour l'Ukraine aussi après la fin de la guerre. Mais, et c'était mon point principal de cette partie, l'ampleur de l'utilisation de drones civils est absolument remarquable. Comme je disais, c'est surtout des drones de fabricants DJI, mais aussi des drones qui initialement avaient été produits, par exemple, pour l'agriculture et qui ont été, bien entendu, modifiés pour servir à des fins militaires. Le Hamas aussi a utilisé des drones civils dans leur attaque du 7 octobre, par exemple pour attaquer les tours d'observation de l'armée israélienne. Parce que ces systèmes viennent du secteur civil privé, ils sont moins chers que des systèmes militaires, ils sont relativement faciles à obtenir, et ils peuvent être achetés en masse. Et je viens de parler des masses nécessaires. Donc, pendant des décennies, les drones ont été une capacité militaire exclusive, et ceci a complètement changé, et maintenant, c'est vraiment les systèmes civils qui retournent sur les champs de bataille. Donc, premièrement, on a observé une omniprésence et une masse de drones en Ukraine, comme on ne l'a jamais vu avant. Deuxièmement, énormément de drones civils qui sont utilisés à des fins militaires. Et puis, troisièmement, on observe aussi que de plus en plus, quand on dit
drones, on parle en réalité des drones kamikazes ou alors munitions rôdeuses. Ces drones kamikazes sont des systèmes qui en fait se situent un peu entre les drones et les missiles, car c'est des systèmes qui ne reviennent pas. Pour les drones kamikazes, il y a des systèmes militaires propres, donc par exemple le Switchblade américain, ou alors le Shahed 136 que la Russie a acheté de l'Iran, ou alors le Lancet russe qui en ce moment pose des vrais problèmes à la défense ukrainienne. Mais encore, on parle aussi des systèmes civils qui ont été modifiés pour servir comme drones kamikazes. Et d'ailleurs, les drones FPV, donc les First Person View Drones dont je viens de parler, sont surtout utilisés comme des drones kamikazes. Donc en fait, ils ont utilisé comme missiles des armes anti-chars ou comme de l'artillerie. Mais là, et ça c'est très important à noter, l'utilisation massive de ces drones que je viens de décrire en détail ne s'explique pas toujours et surtout par leur capacité militaire. Bien entendu, ces systèmes ont des capacités militaires bien utiles, leur renseignement, leur agilité, leur vitesse, la facilité de leur utilisation, tout cela. Il y a des moments où des drones montrent vraiment leur utilité et ce qu'ils apportent au combat. Néanmoins, il faut aussi noter qu'en Ukraine, de plus en plus de drones sont utilisés non parce qu'ils ont le meilleur moyen pour la tâche à accomplir, mais parce qu'ils sont disponibles, tandis que d'autres systèmes ne le sont pas, ou alors parce qu'ils sont beaucoup moins chers que d'autres systèmes. Donc, par exemple, l'Ukraine utilise des drones pour cibler leur artillerie, même dans des opérations où ils perdent ces drones de manière immédiate, parce que ça leur permet d'envoyer moins d'obus d'artillerie qui sont beaucoup plus chers et desquels l'Ukraine a beaucoup moins. Et les drones FPV en ce moment sont beaucoup utilisés comme système anti-char, mais qu'est-ce qui serait mieux dans la majorité des cas? Des vraies munitions anti-char, mais ils sont rares. Et donc, souvent, les drones FPV finissent par être utilisés non pas nécessairement parce qu'ils ont le meilleur outil, mais parce qu'ils sont disponibles lorsque d'autres systèmes ne le sont pas, ce qui explique d'ailleurs aussi une partie des drones perdus. On peut bien sûr argumenter que ce n'est pas un problème de perdre autant de petits drones peu chers, mais je noterai quand même qu'il serait préférable de ne pas les perdre si rapidement et si facilement. Avant de parler des drones, disons, non aériens, donc les robots, juste une observation un peu, disons, personnelle. Comme je disais, ça fait plus que 10 ans que je travaille sur les drones et comment ils influencent ou alors révolutionnisent la guerre. Ça a été mentionné, j'ai écrit mon doctorat sur cette question. Et donc, a priori, on pourrait dire que la discussion sur les drones et la façon dans laquelle ils changent la guerre est discutée depuis plus que de 10 ou même presque 20 ans. Mais quand on regarde de plus près, aujourd'hui en Ukraine, on parle vraiment des systèmes très différents des systèmes qu'on discutait en 2010. Donc à l'époque, toute la discussion sur l'aspect révolutionnaire des drones, c'était une discussion justement sur le Predator ou le Reaper. Donc des systèmes militaires américains, relativement grands, relativement sophistiqués, armés et pilotés à des très très grandes distances, assez souvent des États-Unis. Des systèmes dont seulement les grands pouvoirs étatiques et militaires disposaient. N'oubliez pas, il y a 10-15 ans, c'était vraiment seulement les États-Unis, Israël et peut-être les Britanniques qui l'achetaient des États-Unis, qui disposaient vraiment d'une capacité de drones militaires armés. Donc, bien que la même question se pose toujours, donc la question comment est-ce que les drones changent la donne militaire, comment est-ce que les drones changent la guerre, les systèmes dont on parle ont radicalement changé des opérations militaires des États-Unis au Pakistan, au Yémen, au Somalia ou même en Afghanistan et en Irak. Un dernier point sur les drones et spécifiquement les drones non aériens. Il existe des drones ou si vous préférez des robots qui ne volent pas mais qui opèrent dans un contexte terrestre ou maritime. Jusque-là, les robots terrestres ne jouent pas un rôle important dans les contextes actuels. Ils sont utilisés, surtout dans un contexte de démineurs, et là, ils sont utiles.
On a aussi vu quelques systèmes terrestres émerger en réponse au champ de bataille transparent que je viens de décrire. Donc la logique est, dans un champ de bataille transparent, on ne peut pas envoyer des hommes, des êtres humains, mais des robots pourraient être utilisés, par exemple, pour la logistique et ne vont pas se faire attaquer de la même manière que des troupes. Mais a priori, jusque-là, le contexte terrestre a en fait prouvé trop complexe pour la robotisation. La situation est très différente dans le contexte maritime. L'Ukraine a réussi à développer et construire et utiliser des drones navals, donc des bateaux ou alors des sous-marins robotisés qui ont eu des succès considérables. Et en fait, juste la semaine dernière, je suis sûre que vous l'avez vu, on a tous vu des images montrant des drones maritimes ukrainiennes détruisant un navire de guerre russe en mer Noire, au large de la péninsule de Crimée. Il y a eu plusieurs frappes directes qui ont endommagé le navire russe, c'était le Ivanovets, au point qu'il ne pouvait plus rester à flot. Et ce n'était pas la première fois. Il y a aussi eu des attaques importantes sur le port de Sébastopol et les navires russes ont été endommagés par des drones navals ukrainiens il y a aussi quelques mois. Et dans ce secteur, le gouvernement ukrainien a des plans très importants. La marine ukrainienne a formé une unité spécialisée qui utilise toute une gamme de systèmes navals sans pilote. Et en novembre, donc il y a juste quelques mois, la plateforme officielle de collecte de fonds de l'Ukraine a diffusé un appel à financement visant à acheter au moins 100 drones navals et à créer, je cite, la première flotte de drones navals au monde. Il y a bien entendu aussi d'autres conflits où les drones navals jouent un rôle en ce moment, ou alors les drones maritimes. Je parle bien sûr de la mer Rouge et des Houthis. Jusque-là, les Houthis ont surtout utilisé des systèmes aériens pour attaquer les navires qui passent par la mer Rouge, mais on a déjà aussi vu des systèmes maritimes, donc des navires pilotés à distance en mer Rouge. Et moi, j'ai bien peur qu'on voit ça beaucoup plus dans l'année à venir. Donc, à mon avis, les drones navals, c'est vraiment un des sujets à regarder. Là, j'ai passé pas mal de temps sur les drones, d'un côté, parce que c'est ma spécialité, mais aussi, comme je l'avais dit, les drones jouent sur les thèmes qui sont importants en ce moment, et c'est important de regarder ça plus en détail, à mon avis. Je vous ai déjà donné quelques conséquences directes de l'utilisation de ce nombre élevé de drones. Donc, le champ de la bataille est transparent, on a bien compris. L'accès au renseignement par des soldats d'une hiérarchie plus basse. Je veux ajouter d'autres, comme le fait que les formations massives appartiennent désormais au passé. Donc, on ne rassemble tout simplement plus un grand nombre de cibles potentielles dans un endroit, par peur d'être vu et attaqué. Il y a aussi un côté psychologique qu'il faut noter. Donc, les soldats, même ceux relativement loin du front, doivent se rendre compte qu'ils peuvent être surveillés à tout moment. Et les cibles loin du front, surtout infrastructures essentielles ukrainiennes, ne sont plus en sécurité car eux aussi, ils peuvent être attaqués par les drones kamikazes russes. D'un côté, il est difficile d'exagérer l'impact des drones en Ukraine. De l'autre côté, je prends quand même soin à ne pas dire que les drones sont le système décisif qui décide cette guerre. Parce qu'après tout, c'est toujours la combinaison avec d'autres systèmes qui fait que les drones peuvent avoir le plus grand impact. Et, bien que je n'ai pas le temps de m'arrêter trop sur ça, ce qu'on voit aussi en ce moment en Ukraine, c'est un vrai jeu du chat et de la souris entre drones et systèmes anti-drones. Donc, assez souvent, un système qui hier était important et dont on parlait beaucoup, Bayraktar TB2 par exemple, ne l'est plus le lendemain à cause de l'émergence d'un système
anti-drone. Et je vais bien en discuter après si vous voulez. Mais passons à l'intelligence artificielle. Vous le savez tous, l'intelligence artificielle ou l'IA est actuellement le premier sujet de conversation un peu partout. Et l'IA est également utilisée dans le domaine militaire. Il y a une grande discussion académique si l'intégration de l'IA pourrait créer en fait la plus grande révolution des affaires militaires que nous avons connues jusqu'à présent. Mais bien que ces débats théoriques présentent des arguments convaincants pour expliquer pourquoi l'IA pourrait fondamentalement changer la guerre, à ce stade, à mon avis, les changements sur le champ de bataille sont plus progressifs. Si je devrais résumer la situation actuelle en une phrase, je dirais que l'IA est partout, mais à ce stade, il reste difficile de déterminer exactement quelles fonctions et quelles capacités basées sur l'IA seront les plus pertinentes et importantes. Et bien que les systèmes basés sur l'IA se sont révélés utiles, ils n'ont pas, peut-être pas encore, montré qu'ils changent fondamentalement la guerre. Mais qu'est-ce qu'on voit? Donc, l'Ukraine a vraiment adopté le champ de bataille numérique. Donc, la collecte, la fusion et l'analyse des données ont été un élément crucial de la défense réussie de l'Ukraine au cours de la première année de la guerre. Les nouveaux logiciels et l'IMA permettent d'améliorer les fonctions existantes et des systèmes existants. Donc, l'IA est par exemple utilisée dans des opérations de drones pour automatiser des processus. Ceci inclut bien entendu le décollage et l'atterrissage, ce n'est pas nouveau, mais aussi de plus en plus le ciblage. Des processus automatisés sont utilisés pour l'acquisition de cibles, après quoi des personnes sont chargées de confirmer les cibles sélectionnées. Les informations sont automatiquement envoyées au système ukrainien de gestion de bataille. Et donc, grâce à ce processus et l'intégration de l'IA, le boucle capteur-tireur, donc, c'est-à-dire le temps qui s'écoule entre la détection d'une cible et sa destruction, a été réduite de manière importante. Selon le PDG de Palantir, société américaine d'analyse de données que vous connaissez peut-être et qui est très impliquée dans l'amélioration de fonctions de ciblage, lui, il dit que Palantir, à ce moment, est responsable de la majeure partie du ciblage en Ukraine. L'analyse des données est un autre type crucial de système basé sur l'IA. Donc, les entreprises telles que Primer, spécialiste américain de l'analyse de données, utilisent la technologie du traitement du langage naturel pour saisir, transcrire, traduire et analyser les communications russes. Le développeur de l'IA militaire européen Helsing travaille avec les forces armées ukrainiennes sur l'analyse des images satellites, accélérant considérablement le temps de traitement. De même, l'entreprise américaine Scale AI utilise l'apprentissage automatique pour analyser les images de l'Ukraine. Donc, cela permet aux forces ukrainiennes de comprendre où se déroulent les attaques, évaluer les dégâts rapidement et précisément. Le start-up allemand Transversal analyse des données accessibles au public, donc par exemple les informations sur les médias sociaux qui sont publiées à proximité de la ligne du front ukrainien. Et donc l'IA fournit des traductions, combine les données avec des métadonnées, géolocalise les informations et les situe dans le temps. La reconnaissance faciale est aussi utilisée. L'entreprise américaine Clearview, par exemple, a travaillé avec le ministère ukrainien de la Défense qui utilise cette technologie de reconnaissance faciale pour identifier les membres de personnel russe décédés grâce à leur profil sur les médias sociaux afin d'informer les proches de leur décès et de transférer les corps aux familles. Au cours du second semestre de l'année dernière, un nombre croissant de rapports ont aussi affirmé que la Russie utilisait des capacités d'IA
sur une nouvelle génération du Lancet, donc ce drone dont je viens de parler, qui pose beaucoup de problèmes aux Ukrainiens en ce moment. Et donc ici, les rapports disent, IA est utilisée pour analyser les données d'imagerie et de vidéo et ça c'est important, pour trouver et engager des cibles de manière autonome. Mais il faut le souligner, ces affirmations sont difficiles à vérifier, donc on ne sait pas à quel point ce système est vraiment autonome. Dans la guerre d'Israël contre le Hamas dans la bande de Gaza, l'IA est aussi utilisée. Depuis longtemps, en fait, Israël fait partie des pays les plus avancés sur le plan technologique, y compris et surtout dans le domaine militaire. Il est donc peu surprenant que les forces armées israéliennes utilisent aussi l'IA. Bien entendu, vous pouvez l'imaginer, le IDF, les forces armées israéliennes, ne donnent pas énormément d'informations très concrètes en ce moment, mais si on combine les informations connues déjà avant le début de l'opération avec les rapports émanant de la région des puits, un tableau se dessine. Donc, il est clair qu'Israël utilise l'intelligence artificielle pour identifier des cibles potentielles dans la bande de Gaza. Et là, cela se fait par la combinaison et l'analyse de diverses sources de données. Les rapports dans les journaux se sont concentrés surtout sur un système qui s'appelle l'Évangile, the Gospel, qui utilise des données pour produire des recommandations automatisées d'attaques de cibles, telles que les domiciles privés d'individus soupçonnés d'être des agents du Hamas ou du djihad islamique. Selon les rapports, Israël a ainsi pu constituer une base de données de plusieurs dizaines de milliers de militants présumés. Et selon les mêmes rapports, l'avantage, ou disons l'apport principal de ce système d'évangile a été de fournir un plus grand nombre de cibles. Donc là, le journal britannique The Guardian cite Aviv Kochavi, qui a été à la tête de l'IDF jusqu'en janvier et qui disait, avant l'opération actuelle, et je cite, « Dans le passé, nous produisons 50 cibles à Gaza par an. Aujourd'hui, cette machine, donc l'Évangile, produit 100 cibles par jour. » Et encore, il ne parlait même pas de l'opération actuelle. L'Évangile, il semble, sert alors à résoudre un problème chronique pour les forces armées israéliennes. Lors des opérations précédentes à Gaza, Israël s'est trouvé à plusieurs reprises à court de cibles à frapper. Et donc, comme le Hamas ou comme le Hamas disparaissait dans le tunnel, les systèmes tels que l'Évangile ont permis de localiser et d'attaquer un nombre beaucoup plus important de militants. En ce moment, à ce point, il n'est pas exactement connu quelles données sont intégrées dans l'Évangile, mais on suppose que ce sont des vastes ensembles d'informations provenant d'un éventail de sources, telles que images de drones, communications interceptées, données de surveillance et des informations tirées du suivi de mouvements et des modèles de comportement d'individus. Et donc, l'IA, justement, peut combiner toutes ces données et y tirer des conclusions. Israël dispose d'un secteur de haute technologie performant, dont certains sont des leaders mondiaux, mais eux travaillent aussi également avec des entreprises technologiques étrangères, encore une fois, notamment américains. Donc, Palantir, par exemple, encore une fois, travaille aussi avec le gouvernement israélien et son PDG a déclaré que la coopération s'était considérablement accrue dans les semaines et mois passés. Donc, je l'avais dit, l'IA est un peu partout et pour vous dire la vérité, je passe pas mal de mon temps, en fait, juste à noter toutes les différentes façons comme l'IA est utilisée dans les systèmes militaires en ce moment. Mais décider exactement quel élément sera le plus important reste difficile. Comme c'est le cas des drones, l'IA aide considérablement à améliorer la connaissance de l'espace de combat et donc contribue là aussi au champ de bataille transparent que je viens de décrire. L'autonomie est aussi devenue un des champs de recherche importants dans l'IA et on s'approche de plus en plus à des systèmes qu'on devrait appeler en fait systèmes d'armes létaux autonomes. Et je vais bien discuter après quelles conséquences ceci pourrait avoir dans les discussions.
Finalement, quelques mots sur l'espace avant de passer à mes points de réflexion ou les leçons qu'on peut tirer de tout cela. Donc, bien entendu, l'espace n'est pas une technologie, mais un environnement. Donc là, je parle surtout des satellites. En fait, l'espace est vraiment devenu beaucoup plus accessible au cours des dernières décennies, notamment avec l'émergence de l'industrie spatiale privée, aussi appelée Nouvel Espace. Les commentateurs ont décrit la guerre de la Russie contre l'Ukraine comme la première guerre spatiale commerciale, la guerre du Golfe en 1991 ayant été la première guerre spatiale. C'est également la première guerre dans laquelle les deux parties ont utilisé des capacités spatiales. L'espace joue surtout un rôle important dans les communications ukrainiennes, principalement grâce au satellite Starlink de la société américaine SpaceX, qui permettent d'accéder à l'Internet à haut débit. Starlink est en effet le sang de toute notre infrastructure de communication aujourd'hui, a déclaré M. Fedorov, le ministre du changement digital que j'ai mentionné déjà avant lors d'une interview. Plus de 30 000 terminaux Starlink ont été livrés à l'Ukraine en cours des 15 premiers mois de la guerre, fournissant des communications sécurisées aux militaires ainsi qu'au gouvernement et au public. Au-delà de l'utilisation militaire immédiate, le fait que l'Ukraine n'a pas été coupée du monde grâce aux communications par satellite a aussi eu un impact stratégique important. Donc, le président ukrainien Zelensky a tenu des réunions virtuelles avec les dirigeants mondiaux et resté très actif sur les médias sociaux. Et l'Ukraine a pu contrer la campagne d'information ou de désinformation russe. L'armée ukrainienne a également fait un usage intensif des moyens spatiaux pour le renseignement, la surveillance et la reconnaissance. Donc, l'Ukraine s'est appuyée sur la technologie spatiale de positionnement, de navigation et de synchronisation pour mener des frappes de précision sur les cibles clés. Et les radars d'alerte ont permis de suivre le lancement de missiles balistiques. Dans une large mesure, l'Ukraine s'est appuyée sur les actifs d'entreprises technologiques privées, essentiellement américaines. Encore, l'Ukraine a de nouveau utilisé les satellites Starlink pour guider les frappes de drones. Des entreprises telles que Hawkeye 360, spécialisées dans la surveillance des fréquences radio, ont été en mesure de repérer les brouilleurs GPS russes. Les images satellites du radar à synthèse d'ouverture de Maxar, qui fournit des images de nuit ou par mauvaise visibilité, servent aussi à informer les gouvernements et l'armée et ont été partagées par l'entreprise avec les médias. L'imagerie satellaire a été également utilisée pour documenter d'éventuels crimes de guerre, par exemple à Boutcha, et pour identifier des charniers. Donc, il s'agit du premier conflit majeur dans lequel les médias ont eu largement accès à des informations qui n'étaient auparavant accessibles qu'aux services de renseignement militaire. Et ces services ont également été plus enclins à partager leur propre matériel, car une grande partie de l'information est déjà accessible au public. Donc, ça, c'était la partie un peu plus, disons, descriptive sur comment les drones, l'IA et les satellites ou le contexte espace est utilisé dans les guerres actuelles. Et sur la base de ce que je viens de dire ou de décrire dans cette première partie, je souhaite partager avec vous maintenant 3 observations ou éléments d'analyse, points de réflexion. Donc, ces 3 points sont les suivants. Premièrement, grâce aux nouvelles technologies, les entreprises privées et a priori civiles jouent un rôle croissant dans les conflits militaires et ceci est en train de susciter un vrai changement de pouvoir entre États et secteur privé. Deuxièmement, les nouvelles technologies ont rendu possible et ont motivé l'implication des individus privés civils dans les confrontations militaires. Et puis, troisièmement, le progrès technique et l'adaptation des nouvelles technologies que je viens de décrire en guerre n'a pas mené à une réduction du matériel militaire nécessaire pour mener des opérations militaires.
Je vous donne plus de détails sur les 3 points maintenant. Donc, commençons avec les compagnies privées. On en a déjà parlé. À mon avis, un des développements les plus intéressants des dernières années, et particulièrement visible dans la guerre en Ukraine, est ce rôle croissant des entreprises privées et, a priori, civiles dans les conflits militaires actuels. Cette évolution est directement liée aux nouvelles technologies et visible notamment dans le domaine des drones, de l'informatique en nuage et de la cybernétique, ainsi que dans la connectivité Internet. Comme indiqué dans la première partie, de nombreux drones utilisés en Ukraine sont fabriqués par une entreprise privée, la société chinoise DJI. DJI, en fait, domine le marché mondial des drones commerciaux. Ces drones sont relativement bon marché, faciles à acquérir, y compris en grand nombre, et faciles à utiliser. Et bien que les forces armées russes et ukrainiennes, donc les deux côtés, utilisent des produits DJI, la société ne travaille activement ni avec la Russie ni avec l'Ukraine. En fait, peu après le début de la guerre, je crois 2 semaines après le début de la guerre, DJI a suspendu ses activités dans les 2 pays, mais tout de même, 2 ans plus tard, ces drones se trouvent sur le champ de bataille et en masse. Les entreprises occidentaux ont été impliquées plus délibérément dans les efforts de guerre du côté ukrainien, donc SpaceX, j'en ai déjà parlé beaucoup, le plus grand fournisseur d'Internet par satellite est très actif en Ukraine depuis le début de la guerre. Donc, ces terminaux Internet Starlink ont fourni aux troupes et aux civils la connectivité Internet, ce qui est quand même vraiment une capacité vitale pour les forces au XXIe siècle. Les terminaux Starlink ou SpaceX ont été en partie fournis par l'entreprise elle-même, certains même très publiquement par Elon Musk, le PDG en personne, parfois même gratuitement, ou alors ils ont été achetés par les États ou des particuliers qui soutiennent l'Ukraine. Mais vous l'avez peut-être lu, la coopération avec SpaceX n'a pas toujours été facile. Au début de l'année dernière, SpaceX a indiqué qu'elle avait pris des mesures pour limiter l'utilisation de Starlink par l'armée ukrainienne, disant que l'intention n'avait jamais été d'utiliser le service à des fins militaires offensives. Et le New York Times a révélé en juillet 23 que les forces armées ukrainiennes avaient parfois dû modifier leur opération, leur tactique, en raison de décisions de M. Musk concernant le moment et le lieu où la connectivité Internet via Starlink était disponible. La coopération avec d'autres entreprises occidentaux privées semble avoir été plus facile. Donc Google, par exemple, a aidé l'Ukraine. L'Ukraine a placé un très grand nombre de ce site web essentiels, tels que des sites web des grandes banques nationaux, sous une sorte de cyberparapluie, les protégeant ainsi des cyberattaques. À elle seule, la société Microsoft a estimé à 400 millions de dollars le soutien qu'elle a donné à l'Ukraine dans les années 2022 et 2023. Amazon a fourni à l'Ukraine des dispositifs Snowball, donc des unités de stockage informatique de la taille d'une petite valise, pour l'aider à stocker et à transférer des données, par exemple les registres fonciers du pays dans le nuage, dans le cloud. En décembre 2022, l'entreprise avait contribué à transférer plus que 10 pétabytes de données au cloud. Ça, à peu près, c'est l'équivalent de plusieurs fois le contenu de la bibliothèque du Congrès américain. Et pour cette opération, Amazon a pu s'appuyer sur les chaînes logistiques existantes. Il existe de nombreux autres exemples de ce type, mais ce qui est clair, c'est que les percées technologiques se produisent de plus en plus dans le domaine civil, plus que dans le domaine financé par l'État ou alors le militaire, et
que de nombreuses capacités technologiques qui aujourd'hui sont vitales pour les opérations militaires sont désormais principalement, voire exclusivement, entre les mains d'entreprises privées. En ce moment, aucun État n'aurait été en mesure de fournir la connectivité Internet de Starlink. À ce jour, aucun État n'a produit autant de drones et à un prix aussi bas que DJI. L'informatique en nuage, donc cloud computing, et tout le secteur cybernétique au sens large sont dominés par Google et les autres entreprises américaines. D'un côté, on pourrait dire que c'est une bonne nouvelle. De nombreux systèmes importants sur le plan militaire peuvent ainsi être fournis plus rapidement et à moindre coût par le secteur privé, mais bien entendu, travailler avec des fournisseurs commerciaux crée aussi des vulnérabilités. Donc, les épisodes avec SpaceX, les problèmes, disons, avec SpaceX que je viens de décrire, ont rappelé brutalement que les acteurs commerciaux opèrent dans le cadre d'une logique de marché. Les dirigeants de ces entreprises sont responsables vis-à-vis de leurs actionnaires et non pas vis-à-vis de la population ou alors du gouvernement du pays dans lequel ils sont établis. On se voit alors confronté à des décisions prises par des individus échappant au contrôle ou à la responsabilité démocratique. Un nouveau niveau de dépendance est alors établi, en particulier dans les cas où les États sont virtuellement incapables de fournir les capacités dont dispose le secteur privé, je l'ai déjà dit, satellites, informatique, en nuage, etc. Et moi, je vois ici vraiment un changement de pouvoir entre les États et le secteur privé. Les États doivent se rendre compte des dépendances et vulnérabilités qu'ils ont dans ce domaine. Et il faut se poser la question si, dans certains secteurs, par exemple l'espace, est-ce que les États devraient réétablir des capacités et réduire les dépendances? Mais en tout cas, ce qui va certainement être nécessaire, c'est de travailler plus proche avec les entreprises privées. D'ailleurs, dans ce contexte, les Européens peuvent certainement apprendre des choses de l'Ukraine, qui jusque-là a quand même très bien réussi à établir des liens avec le secteur privé. D'après ce qu'on m'a dit, il y a un échange vraiment continu entre le gouvernement ou alors les forces armées, ministres de la Défense, et le secteur privé. Des systèmes sont développés dans le civil, mis à l'épreuve et modifiés dans des très très courts délais. Et pour encore faciliter cet échange, le gouvernement ukrainien a établi la plateforme Brave One, que vous pouvez aussi trouver sur Internet, qui vise à rassembler des entreprises innovantes ayant des idées et des développements pouvant être utilisés pour la défense de l'Ukraine. Ce projet a été lancé en avril 2023 et vise à, je cite, promouvoir la collaboration entre tous les acteurs de l'industrie des technologies de défense en leur fournissant un soutien organisationnel, informationnel et financier pour les projets de technologie de défense en Ukraine. En même temps, et je termine ce point sur ça, ce développement que je viens de décrire ne pose pas seulement des problèmes ou disons des défis pour les États, mais pose aussi des défis aux entreprises. Car les entreprises privées ne peuvent pas nécessairement contrôler qui utilise leurs produits et à quelle fin. Comme je disais, le fabricant chinois de drones DJI avait suspendu ses activités en Russie et en Ukraine au début de la guerre, mais les drones DJI se trouvent toujours en masse sur le champ de bataille. Là, il faut noter que très récemment, il y a eu des nouveaux efforts de contrôle qui rendent encore plus difficile d'obtenir des drones DJI en Ukraine, donc on verra ce que ça donne, mais a priori, ce contrôle est très difficile. Les logiciels qui sont librement accessibles, tels que les logiciels de Clearview, donc reconnaissance faciale, peuvent être utilisés partout et à des fins que l'entreprise ne pouvait pas approuver. Prenons l'exemple du ciblage, mais sans qu'elle soit en mesure d'en restreindre l'utilisation. Et un autre défi pour le secteur privé
est que toute entreprise qui fournit des biens ou services qui peuvent servir à des fins militaires, et on a bien vu que ça va bien au-delà des armes ou des munitions, où c'est très clair, toutes ces entreprises doivent se préparer à devoir se positionner politiquement dans les guerres à venir. Pour le dire clairement, après l'invasion illégale de la Russie en Ukraine, il a été assez facile pour les entreprises occidentales de se positionner. Et d'ailleurs, leur choix a été restreint de toute façon à cause des sanctions, etc. Mais il est quand même bien probable que des guerres futures ne vont pas être si claires et où le positionnement des entreprises privées va être plus difficile, surtout s'il y a des intérêts économiques des deux côtés. Donc moi, je recommande à ces entreprises d'installer des processus comment se positionner ou alors comment décider de se positionner dans des guerres à venir. Donc, ce n'est pas seulement les États, mais aussi les entreprises eux-mêmes qui devraient se préparer à cette nouvelle situation. Le deuxième point de réflexion que je voulais partager avec vous est sur le rôle des individus privés qui s'engagent de plus en plus dans la guerre. Et ça aussi, c'est directement lié à les nouvelles technologies. Donc, à mon avis, on voit que les nouvelles technologies ont rendu possible d'un côté et ont motivé ou motivent l'implication des individus civils privés dans la guerre. En Ukraine, bien entendu, les civils ukrainiens n'ont pas eu le choix quant à leur participation dans la guerre. Cependant, même avant l'invasion russe en 2022, la société civile ukrainienne et les particuliers étaient déjà activement impliqués dans la défense du pays. Et cet engagement est souvent lié aux nouvelles technologies. Donc, par exemple, après l'invasion russe en 2014, un groupe de bénévoles ukrainiens s'est formé pour construire des drones. Ce groupe, nommé Aerorotsvika, aujourd'hui fabrique le R-18 octocopter, donc un multicoptère à 8 hélices, qui est utilisé pour la surveillance et attaque par les forces armées ukrainiennes. Et d'ailleurs, cette unité a aussi été intégrée dans les forces armées ukrainiennes. Des cas similaires sont maintenant signalés en Israël. Donc, lors de l'invasion du Hamas le 7 octobre, les civils israéliens ont utilisé leurs propres drones pour se faire une idée de la situation. Et pendant les combats, d'autres initiatives civiles ont cherché à associer des opérateurs de drones civils à des fondations de sécurité dans le pays, en partant du principe que cette combinaison permettra de fournir une meilleure image de renseignement en temps réel et aidera de guider les forces sur le terrain. Aussi, la population ukrainienne utilise des applications et des chatbots sur Telegram pour envoyer des informations concernant l'avancée des forces russes et l'arrivée des missiles russes. Donc, on peut envoyer un message disant il y a un missile qui est venu à ce moment-là, de cette direction-là, et toutes ces données sont combinées par l'application pour donner une idée où est-ce que ce missile va et d'où est-ce qu'il vient. Le gouvernement ukrainien a aussi créé un site web et une application permettant de témoigner sur le crime de guerre russe. Mais en fait, à mon avis, le développement le plus important se produit à l'étranger, donc loin de la guerre. Car les nouvelles technologies ont motivé des personnes à l'étranger de s'impliquer dans la guerre. Indépendamment de l'endroit où ils se trouvent, les gens ont pu apprécier la situation en Ukraine grâce à une myriade de vidéos de drones ou de satellites diffusées sur les médias sociaux. Et ça ne motive non seulement les individus à agir, les technologies rendent possible de soutenir l'effort de guerre à distance. L'aspect le plus visible de ces développements, à mon avis, c'est le crowdfunding, donc les initiatives internationales de financement participatif qui ont permis à des individus, aussi ceux basés loin de la guerre, de s'impliquer et soutenir l'effort de la guerre à distance. Ces initiatives sont organisées via les réseaux sociaux
Ils permettent d'envoyer de l'argent par l'intermédiaire de plateformes telles que PayPal. On peut utiliser aussi des bitcoins. Et ils ont permis de collecter des fonds pour acheter des équipements. Mais je trouvais ça particulièrement intéressant. Ils n'ont pas acheté n'importe quel équipement. Les équipements achetés avec ce fonds sont surtout, encore une fois, des nouvelles technologies comme des drones. Et ceci à ce point que, apparemment, l'effort collectif pour acheter des TB2, donc les drones turcs au début de la guerre, était à un moment donné si important que ça a carrément créé des problèmes d'approvisionnement. Les forces armées ukrainiennes avaient trop de cette capacité au lieu d'autres dont ils auraient eu plus besoin. D'ailleurs, les troupes russes ont également organisé des collectes de fonds pour l'achat des drones, en particulier des quadcoptères, sur Telegram et d'autres canaux de médias sociaux. En plus de tout cela, il y a aussi les cyberjusticiers, donc les cyber warriors, qui ont mené des cyberopérations pour soutenir la guerre, des deux côtés d'ailleurs. Des enquêteurs amateurs peuvent utiliser des outils de renseignement de sources ouvertes tels que la reconnaissance faciale ou les outils de géolocalisation et autres pour aider le camp qu'ils soutiennent. Donc, autrefois, les commandants ou les prisonniers de guerre apparaissaient comme des visages anonymes dans les reportages, reconnaissables uniquement par leurs proches ou par les services de renseignement. Mais aujourd'hui, n'importe qui, n'importe où peut tenter de les retrouver avec l'IA et la reconnaissance faciale. Bien entendu, l'implication du peuple dans la guerre, ce n'est pas un concept nouveau. Encore une fois, Karl von Clausewitz décrivait la trinité du gouvernement, de l'armée et du peuple, et les gouvernements européens ont émis des obligations de guerre pendant les 2 guerres mondiales, demandant à leur population de contribuer financièrement aux efforts de guerre. Mais avec l'hyperconnectivité des médias sociaux et avec la possibilité d'acheter des systèmes civils extrêmement performants, cette dimension semble avoir atteint un nouveau niveau. Et à mon avis, il existe même une dynamique de renforcement entre le fait que les entreprises privées, donc point 1, fabriquent désormais des produits et des services qui sont pertinents pour la guerre, tout en étant facilement disponibles, et l'implication des particuliers. Donc, les efforts de bricolage sont devenus beaucoup plus accessibles, d'une part, et potentiellement utiles, d'autre part, étant donné que les drones et d'autres technologies liées, capteurs, etc., sont désormais accessibles à presque tout le monde. N'importe qui peut commencer à les transformer en quelque chose d'encore plus utile pour l'armée. Donc, le seuil d'engagement est bas à tous les niveaux. Troisièmement, et finalement, donc troisième point de réflexion sur tout ce que j'ai décrit en première partie, c'est que le progrès technique et l'adaptation de toute cette nouvelle technologie qu'on vient de discuter en détail n'a en fait pas mené à une réduction du matériel militaire nécessaire pour mener des opérations militaires. Vous l'avez certainement remarqué, la masse, le nombre sont devenus des sujets de débat importants au cours des 2 dernières années de guerre en Ukraine. Et c'est une chose qui a quand même assez surpris en Occident. Pendant des années, voire des décennies, le courant de pensée a été que la masse jouait un rôle moins décisif dans la guerre. L'idée était que la qualité, c'est-à-dire les technologies sophistiquées, pouvaient en partie remplacer la quantité, c'est-à-dire la masse. Mais la guerre en Ukraine a montré que cela ne fonctionne pas ainsi. Les chiffres en provenance d'Ukraine sont stupéfiants et donc on observe vraiment une bataille de matériel. Des milliers de chars ont été jetés sur le champ de bataille et détruits. Les munitions sont tirées à des taux jamais vus depuis la Seconde Guerre mondiale. Bien entendu, ça vient aussi du fait que la Russie, en tant que successeur de l'Union soviétique, a été en mesure de déployer un nombre inouï de systèmes qu'elle avait encore dans ses arsenaux. Mais comme je l'avais indiqué précédemment, même les nouvelles technologies, même les drones FPV sont nécessaires en très grand nombre. Le gouvernement de Kiev affirme qu'il prévoit de fabriquer environ 1 million de drones FPV, on en a déjà parlé,
l'année prochaine. Et l'Ukraine prévoit également de construire plus de 11 000 drones d'attaque à moyenne et longue portée l'année prochaine. La Russie est certainement en économie de guerre. Elle a construit des nouveaux sites de production pour construire davantage de drones et d'autres systèmes. Et à mon avis, il s'agit là d'un défi particulier pour l'Occident, parce que depuis la offset strategy, donc la stratégie de récompense ou de compensation de la guerre froide, une stratégie qui consistait pour les États-Unis à contrer l'avantage numérique de l'Union soviétique par une meilleure technologie, depuis cette idée de offset, l'Occident a consacré ses efforts et son argent à des technologies plus sophistiquées, mais moins nombreuses. Et nous n'avons pas à ce moment les industries nécessaires pour produire un grand nombre d'équipements militaires. Et souvent, nos systèmes ont aussi un coût prohibitif. La guerre a donc remis en question les capacités militaro-industrielles occidentales. L'Ukraine utilise parfois plus d'obus d'artillerie en un mois que tous les fabricants européens peuvent produire en une année entière. La guerre en Ukraine nous a rappelé que la quantité reste importante et l'ancienne présidente estonienne Kersti Kaljulaid l'a dit, il ne sert à rien d'avoir une arme sophistiquée si l'ennemi en a 10 000 qui ne le sont pas. Et en plus, dans cette guerre, ce ne sont pas seulement les armes non sophistiquées qui paraissent en grand nombre. Donc, à mon avis, il est temps pour l'Occident de repenser sa façon de développer et de produire des systèmes militaires. J'arrive à ma conclusion. Je crois que j'ai mis beaucoup de choses dans cette conférence, beaucoup d'informations et j'espère quelques points de réflexion intéressantes. Je peux pas et je veux pas tout résumer et répéter, mais j'espère que vous avez quand même pu retenir les points suivants. Donc, plus rapidement, les guerres d'aujourd'hui, et plus particulièrement la guerre en Ukraine, sont des terrains d'essai pour les nouveaux développements technologiques. On peut étudier de nombreux systèmes différents. Dans cette conférence, je me suis concentrée sur les drones, l'intelligence artificielle et l'espace, mais il y en a d'autres. Cyber, je vais bien en discuter. Les drones, en particulier les petits systèmes et souvent les systèmes civils à usage unique, jouent un rôle important. Ils ont utilisé pour la surveillance, les renseignements, l'attaque et bien autre chose encore. Et leur omniprésence a eu un impact sur la guerre, notamment en contribuant à l'émergence d'un champ de bataille transparent. Et une fois la guerre terminée, espérons que ce soit bientôt, l'Ukraine deviendra probablement un important producteur et exportateur de drones militaires. Bien que les drones soient utilisés, il est important de noter qu'ils ne sont utilisés de manière aussi intensive, aussi en partie parce qu'ils remplacent d'autres capacités dont l'Ukraine ne dispose pas en ce moment. Et les drones maritimes sont susceptibles de devenir un secteur de croissance important dans les années à venir. L'intelligence artificielle a fait son entrée dans le champ des batailles, comme on peut le voir en Ukraine et en Israël, et l'IA contribue de diverses manières à rendre les systèmes plus efficaces, à analyser les données mieux et plus rapidement, et contribue aux efforts d'autonomisation. Toutefois, à ce stade, je répète, il reste difficile de déterminer avec précision quelles utilisations de l'IA auront le plus d'impact. L'espace est devenu un environnement directement lié à la guerre. Il est dominé dans une large mesure par des acteurs privés. Et donc, justement, les acteurs privés jouent un rôle de plus en plus important dans la guerre et cette évolution est directement liée au développement technologique, les entreprises privées produisant parfois exclusivement des capacités utiles aux opérations militaires. La montée en puissance de ces entreprises privées est, à mon avis, un défi pour les États, mais aussi pour le secteur privé. Les particuliers sont également de plus en plus impliqués dans les efforts de guerre, au moins indirectement, et les nouvelles technologies motivent cet engagement et le rendent possible. La question est de savoir si et comment réglementer ou guider cet engagement dans les guerres futures.
Et ça, à mon avis aussi, c'est un défi de taille pour les gouvernements. Et on pourrait bien, encore une fois, se tourner vers l'Ukraine, qui jusque-là a bien géré aussi cette situation. Malgré tous les développements technologiques, il semble qu'une ligne de pensée selon laquelle la qualité peut l'emporter sur la quantité ne se soit pas avérée correcte. La masse continue de jouer un rôle important dans la guerre et nous devons nous préparer en conséquence. Mais, et ça c'est la toute dernière réflexion, il est important d'étudier et d'apprendre des guerres pendant qu'elles se déroulent, mais il faut aussi se rappeler que chaque guerre a un contexte particulier. Donc, une autre guerre au futur aura peut-être quelques parallèles, mais elle sera aussi très différente. Et je pense, bien entendu, surtout à une guerre hypothétique possible entre la Chine et les États-Unis qui sera très différent. Et je veux bien discuter ceci en plus de détails. Mais là, je m'arrête là parce que ça fait longtemps que je parle. J'ai aussi toute une page, en fait, de prévisions et des choses à regarder dans les années à venir. Donc, je veux bien aussi en discuter. Mais là, je veux bien surtout discuter avec vous et vous. Donc, merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci beaucoup Ulrike d'avoir fait cette présentation très claire et puis d'avoir déjà ouvert des pistes dans votre exposé pour qu'on vous pose des questions. Moi, peut-être que je repartirai de la fin. C'est vrai qu'on a deux conflits qui sont très caractérisés par la volonté ou l'acceptation de la destruction, mais en même temps, quand ces conflits seront terminés, notamment le conflit ukrainien, on se posera la question des deux côtés, au vu des résultats, si c'était la meilleure façon d'obtenir le but politique recherché. Donc c'est vrai qu'on est dans un format de guerre. Est-ce qu'il est plein de ressources pour l'avenir, ou est-ce que les conflits futurs seront à imaginer autrement? Je le dis souvent, ce n'est pas la guerre du Golfe. La guerre du Golfe avait été une guerre matricielle de conflits futurs. Là, on n'en est pas sûr. Mais une chose est sûre, et c'est tout ce que vous avez démontré là, c'est qu'à l'occasion de ce conflit, qui inclut la destruction, c'est l'usage des technologies. Et et l'appropriation des technologies, la dissémination des technologies. Et alors, j'aurais une première question, parce qu'on voit en France combien il y a eu de résistance bureaucratique au développement des drones. Et ça a été une résistance qui était partagée au niveau politique, au niveau militaire, Et donc, la France ne s'est pas dotée d'une industrie de drones, sauf dans le domaine du loisir, à cause de fortes réticences qu'on voit d'ailleurs encore aujourd'hui quand il s'agit de renouveler les grands équipements sans envisager qu'on puisse aller sur des équipements plus agiles, plus petits, etc. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas, y compris sur l'intelligence artificielle, par exemple, sur son usage, des mêmes a priori, des mêmes préjugés qui font que on ne se retrouve pas forcément préparé la guerre ou les technologies des guerres de demain. Voilà, donc ça c'est peut-être ma première question. La deuxième, c'est l'effet de masse que vous avez très bien démontré. On est revenu sur des guerres d'attrition. Du coup, il faut accepter la perte, alors que les développements d'équipements très sophistiqués supposaient qu'on ait une supériorité stratégique qui faisait que quand on engageait ces moyens, il y avait peu de risque de perte. Dès lors qu'il y a un risque de perte qui est plus important, est-ce qu'on n'a pas intérêt à aller, y compris dans la production des armements européens, vers des matériels plus consommables, plus spécialisés, moins polyvalents et moins coûteux à fabriquer? Et puis, donc ça, c'était la problématique de l'attrition. Non, et puis j'avais une troisième question, mais j'ai vu que Denis Verret, qui vient de publier un article avec le général Paloméros dans la Tribune, c'était plutôt une question sur l'Europe de la défense, le bouclier antimissile,
le Sky Shield allemand et donc toutes ces questions, comment les Européens fabriquent ensemble à la fois des armes et des concepts pour l'avenir. Mais je lui laisserai peut-être poser la question, si tu veux, Denis. J'ai vu que tu étais là, donc autant te donner la parole plutôt que de faire le porte-parole, ce que je n'aurais d'ailleurs pas été, n'étant pas forcément complètement en ligne avec absolument tout cet article, mais qui, en tout cas, suscite une question sur les coopérations franco-allemandes, sur... voilà. Et puis après, très largement, c'était juste une introduction de ma part. Soit vous voulez rebondir maintenant, soit vous préférez qu'on passe la parole à la salle et vous rebondissez ensuite. Est-ce qu'il y a des réactions immédiates? Ou est-ce que les gens réfléchissent encore? Dans ce cas, peut-être que je donne quelques éléments de réponse. Donc, forcément, on se prépare toujours à la dernière guerre. C'est toujours le même problème et il est très difficile de faire autrement parce qu'on ne peut pas faire des vraies prévisions du futur. Mais comme je disais, on peut toujours quand même regarder qu'est-ce qui se passe en ce moment dans des guerres du moment et dans quelle mesure est-ce que c'est probable que ça allait se reproduire. Et il faut aussi voir, par exemple, des choses en Ukraine où on peut dire ça se passe en ce moment, ça marche, mais a priori, il ne faut pas faire comme ça dans les guerres à venir. Et justement, je parle de cette guerre d'attrition, de cette perte énorme de systèmes qu'on accepte parce qu'on ne peut pas faire mieux, mais c'est quand même pas l'idéal. Donc, a priori, on ne devrait pas utiliser des systèmes civils qui se perdent immédiatement parce qu'ils ne sont pas du tout créés pour un contexte militaire et donc qui sont directement abattus par des systèmes anti-drones. Et d'ailleurs, et ça c'est une de mes convictions, si vous voulez. D'un côté, oui, je crois que les Européens doivent commencer à construire plus et à construire plus de systèmes qui sont moins chers et qui peuvent être perdus. Ça, là, je suis bien d'accord. Mais en même temps, je ne crois pas qu'on doit aller trop loin et donc voir cette guerre en Ukraine et dire il faut abandonner les systèmes plus sophistiqués, ça ne sert à rien. Parce que moi, j'y crois pas. Je crois en fait, il nous faut les deux parce que ça peut toujours servir. Et d'ailleurs, vu que vous parliez du secteur ou de l'industrie non existante de drones en France et des coopérations franco-allemandes, il faut bien sûr mentionner l'Eurodrone, qui est une coopération entre la France et l'Allemagne qui date il y a déjà un moment et ça ne bouge pas énormément, mais peut-être qu'on va y arriver. Et là, l'idée est justement de construire un drone assez sophistiqué entre partenaires européens. Le problème, c'est que ce développement va directement dans la direction que je viens de décrire, où on parle de quantité, où on parle de qualité à un prix prohibitif et où on ne peut pas acheter des quantités. Parce que le dernier nombre que j'ai entendu, et je crois que c'était un peu exagéré parce qu'on a mis tout dedans, et le dernier nombre que j'ai entendu sur l'Eurodrone, c'était quand même qu'un drone va à la fin coûter 150 millions d'euros. Ce qui est à peu près le prix d'une F-35, je crois. Oui, c'est ça. Bon, dans ce calcul, je crois qu'ils ont mis un peu toutes les recherches, etc. Mais néanmoins, ça, on ne peut pas faire. Je veux bien un système sophistiqué, je veux bien un système sophistiqué qui coûte plus qu'un quadcopter DJI, mais peut-être pas un drone à 150 millions. Voilà, c'était mes réponses immédiates. D'ailleurs, coopération franco-allemande, c'est mon prochain projet de recherche. Je suis en train de regarder de très près le FCAS, le MGCS, donc peut-être que je peux revenir dans un an et vous parler de ça. Alors, je passe la parole à la salle, d'abord aux étudiants et ensuite aux auditeurs. Les étudiants, alors, j'ai vu une question, voilà, tout en haut, quel est le micro? Henri, voilà, allez-y là-haut. Bonsoir à tous les deux. Merci beaucoup pour votre conférence et d'être venus dans notre université. J'étudie le management des nouvelles technologies, d'où ma question.
comment étudier le sans-pilote? Est-ce que vous avez déjà réfléchi à la stratégie pour faire face au système autonome? Comment manager ou repositionner les humains avec les nouvelles technologies? Comment les forces armées vont repositionner l'humain autour de ça? Merci beaucoup. On prend 3 questions. Monsieur, allez-y. Allez-y. Oui. Bonjour madame, merci beaucoup pour votre présentation. Je voulais vous interroger sur la dimension notamment imaginative et en termes de propagande des nouvelles technologies en elles-mêmes. Je pense notamment par exemple aux Ukrainiens qui ont fait une chanson pour chanter les exploits du Bayraktar. Et voilà, donc si vous pouviez mentionner cette dimension, voilà, quel rôle les drones et les nouvelles technologies plus généralement peuvent jouer en elles-mêmes à des fins de propagande. Merci. Une 3e question? Oui, allez-y. Vous avez le micro est à côté. Merci beaucoup pour votre intervention. Ma question portera sur les systèmes de défense contre les drones aériens. Et actuellement, alors qu'il existe différents systèmes tels que les défenses antiaériennes classiques pour faire face à des drones de la taille d'aéronefs de combat traditionnels, ou alors des armes à énergie dirigée telles que les lasers ou les canons électromagnétiques, quel serait selon vous le type de système qui pourrait réellement changer le visage de la guerre, soit actuellement, soit dans les années à venir? Merci. C'est vrai qu'on n'a pas parlé des armes à énergie dirigée. Merci. Je vous laisse répondre, puis on prendra après un deuxième cycle de questions. Oui, je commence par la 3e question, les systèmes d'anti-drones. Et bien entendu, la réponse est les aigles. Oui, est-ce que les personnes connaissent un peu de ce que je parle? Oui. Donc non, c'est une blague, mais c'est vrai que parmi la gamme de systèmes anti-drones qui existent, il y a eu des essais, plus ou moins avec du succès, avec des aigles, donc des vrais oiseaux, contre les drones. Bien entendu, on parle plutôt d'un contexte civil, terroriste, etc. Mais c'est justement, je crois que c'était la gendarmerie ou la police française qui avait fait ces essais. C'était pour éviter les interférences, comme c'était sur des matchs de foot, etc. L'idée, c'était d'éviter toute interférence, justement électromagnétique, ou un éclairage à énergie dirigée qui pouvait avoir un effet induit. Bon, donc pendant les Jeux Olympiques, on avait équipé les aigles avec pour pas qu'ils se fassent trop mal, mais bon, ça a été abandonné. Hein. Oui. Ça vaut le coup de regarder les photographies, les vidéos sur ça. Je trouvais ça très intéressant. Bon, mais il y a toute une gamme en fait de systèmes anti-drones et c'est un champ de développement extrême. Et comme je disais, en Ukraine en ce moment, c'est vraiment le jeu du chat et de la souris où il y a un nouvel drone qui arrive sur le champ de bataille et directement c'est le système anti-drone qui est changé et on veut toujours avoir un avantage, disons, temporel sur l'adversaire. Et d'ailleurs, je me rappelle bien, il y avait un moment, il y a quelques mois, où pendant une semaine, tout le monde me parlait des drones en carton donnés de l'Australie à l'Ukraine, qui était la solution à tout problème parce qu'ils ne pouvaient pas être repérés par les radars et les systèmes anti-drones des Russes. Bien entendu, ça a duré plus ou moins une semaine. Ce qui n'est pas rien, et c'est qui peut servir à quelque chose, mais on voit bien que c'est vraiment toujours ce jeu entre drones et systèmes anti-drones qu'on voit en ce moment en Ukraine. De manière générale, il y a disons, 3 manières principales de lutter contre les drones. Le premier est kinétique, donc on tire sur les drones avec des missiles, avec des balles, ça dépend des drones. Il y a plusieurs problèmes avec cela. Premièrement, assez souvent, surtout quand on parle des missiles, les missiles sont plus coûteux que les drones sur lesquels on tire, ce qui n'est pas idéal. C'est pas du n'importe quoi, ça peut servir si on sauvegarde un hôpital, ça peut être une bonne idée d'investir dans cela, mais néanmoins c'est un problème. Un autre problème, c'est que si on tire sur un drone, après le drone et les restes du missile, etc., tombent quand même du ciel, donc pas idéal non plus, ça peut aussi causer des dégâts importants.
Et troisièmement, il faut avoir un missile ou une balle, etc., par drone. Donc, au moment où on parle des SAM ou escadrilles, donc au moment où on parle de masse, ça devient beaucoup plus difficile. Le deuxième, mais néanmoins, ça c'est quand même utilisé énormément en Ukraine, le Guépard, Tigristé, tous ces systèmes, je suis sûre que vous avez entendu parler, ils jouent un rôle très important. L'autre moyen anti-drone, c'est électronique, disons. Donc là, on essaie surtout de brouiller le lien entre l'opérateur et le drone. Ça marche a priori bien. Il y a plusieurs problèmes encore. Premièrement, déjà, il faut connaître les bonnes fréquences, ou il faut les détecter rapidement. Mais surtout, quand on fait ça, il y a le problème qu'assez souvent, ça pose aussi problème pour ses propres systèmes de drones, parce qu'il n'y a pas un nombre illimité de fréquences, et donc ça peut aussi interférer avec ses propres systèmes. Et puis troisième façon de lutter contre les drones, c'est un peu ce que je décris comme low-tech. Donc, c'est quoi le mot net? Genre, on met des filets. Voilà, des filets. On met des filets sur les bases. Ça peut servir, bien entendu. Ça ne sert à rien contre un missile d'un Bayraktar TB2, mais ça peut servir très bien contre un quadcopter armé avec des explosifs. Donc, on a tout cela, mais le défi reste. Et d'ailleurs, un des développements au futur qui me fait peur quand même, c'est l'utilisation des drones par des groupes non étatiques, donc groupes terroristes, disons. Et bien entendu, pour les groupes terroristes, ils doivent avoir le succès juste une fois. Donc, on peut avoir plein de systèmes anti-drones et on peut avoir du succès presque tout le temps, mais si ce n'est pas à 100%, ces groupes vont quand même réussir leur but. Donc ça me fait quand même peur. Mais ça vaut absolument le coup de regarder tous ces systèmes anti-drones qui jouent un rôle extrêmement important. Et comme on le voit en ce moment en Ukraine, le fait que l'Ukraine a vraiment du mal à trouver un bon système anti-drone contre le Lancet, ça influence la situation en guerre. Ces effets temporels sont quand même très importants. La question sur les systèmes autonomes. Donc ça aussi, on peut faire toute une lecture, bien sûr, toute une conférence sur les systèmes autonomes. Il y en a de plus en plus, et d'ailleurs, il y en a aussi de plus en plus à cause des systèmes anti-drones que je viens de décrire. Donc, j'aurais dû dire ça, une des réponses à des systèmes anti-drones électroniques est justement de donner plus d'autonomie aux drones. Pourquoi? Si l'idée d'un système anti-drone électronique est de couper le lien entre l'opérateur et le drone, s'il n'y a pas d'opérateur, ça ne pose pas de problème. Donc, on donne plus d'autonomie aux drones et ces systèmes d'anti-drone ne marchent plus. Donc, système autonome. En ce moment, c'est très intéressant parce qu'il y a énormément de travail sur ça, donc de développement, discussion d'intégration, discussion de réglementation, ou si alors on devrait peut-être interdire complètement ces systèmes d'autonomes. Ce que je vois quand même, c'est que c'est surtout les militaires, et ça renvoie un peu à ce que vous venez de dire en introduction, c'est surtout les militaires qui ont quand même pas trop envie d'avoir trop d'autonomie dans leur système. Parce que si on donne trop d'autonomie, on perd du contrôle. Et en tant que militaire, on ne veut surtout pas perdre du contrôle. Bien entendu, il y a des moments et il y a des contextes où l'autonomie a un sens militaire, surtout en défensif et surtout en ce qui concerne la vitesse. Les ordinateurs sont par définition plus
rapide que les êtres humains, donc il y a une place pour des systèmes autonomes, mais néanmoins, ce n'est pas du tout le cas que le militaire pousse pour l'autonomie. Il y a plein de doctrines et d'idées comment garantir qu'il y a un contrôle humain des systèmes autonomes. À mon avis, à la fin, on va se trouver, je crois, avec un règlement qui dit qu'il peut y avoir des systèmes complètement autonomes, mais dans des contextes très précis, et dans d'autres contextes, il faut y avoir plus de contrôle humain. Mais pour le dire la vérité, c'est extrêmement complexe et personne n'a trouvé la solution, et je ne suis pas convaincue qu'il y a la solution. Et donc finalement, sur la propagande, ça je trouvais très intéressant. Donc d'un côté, bien entendu, les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour la propagande dans la manière où les deepfakes, donc les vidéos faites par l'IA qui montrent quelque chose qui n'existe pas, peut être utilisé pour l'information ou alors la désinformation et la propagande, c'est ça. Mais votre question, c'était surtout sur genre, la propagande inhérente des systèmes de nouvelles technologies. C'est intéressant dans la mesure où, depuis le début de mon travail sur les drones et l'IA et tout cela, j'avais toujours l'impression que ces systèmes, ils capturent un peu l'imagination des hommes. Comme je disais, c'est pas par hasard que le crowdfunding se fait surtout des drones. Et c'est pas par hasard, par exemple, que la grande discussion sur les questions militaires qu'on a eues en Allemagne dans les 10 dernières années, c'était sur les drones et pas sur d'autres systèmes. Parce que, comme je dis, ça capture un peu l'imagination. Je crois que ça vient du fait que, d'un côté, ça renvoie à la science-fiction, et de l'autre côté, c'est aussi des systèmes qu'on peut comprendre. La majorité d'entre nous n'ont jamais vu un système d'artillerie. Bon, on a une idée à quoi ressemble un char, mais un drone, c'est beaucoup plus facile à comprendre, et surtout maintenant où j'imagine qu'il y a pas mal de gens ici dans cette salle qui ont des drones à la maison. Enfin, moi, j'en ai plusieurs. Donc, je crois que ça vient aussi de là, cet effet de capturer l'imagination. Alors, on prend d'autres questions. Mathieu, Delison, ici, Denis Verret, là-haut, et Antoine Bouvier. Bonjour Madame Franqueux, merci beaucoup pour cette intervention qui était claire et extrêmement précise sur une multitude de points. Moi j'avais une question par rapport à la désinformation, vous venez d'en parler. Comment mieux la contrôler? Aujourd'hui, on a énormément de bots sur les réseaux sociaux. Vous parliez de deepfake, beaucoup de création d'informations artificielles et fausses qui deviennent plus ou moins organiques, car partagées par des comptes qui sont réels et souvent influents, comme des politiciens et des personnalités. C'est aujourd'hui des conséquences sur le positionnement des États, sur des sujets stratégiques. Je parle notamment du soutien à l'Ukraine, mais on peut aussi parler d'Israël et de Gaza. Donc est-ce possible de réellement agir alors que les réseaux sociaux sont devenus des vrais canaux d'information essentiels et pour une bonne partie des citoyens dépendent d'acteurs privés? Donc on parle de Musk ou de Zuckerberg. Donc comment vraiment réguler ces informations alors qu'on a très peu de contrôle? Merci beaucoup. Merci Mathieu. Denis, il faut remonter là-haut. Et je vous vois mal là-haut, mais parce que je suis ébloui par les spots là, mais s'il y a des questions, levez-vous, manifestez-vous. Oui, Denis. Oui, donc tu as évoqué l'article qu'on a publié ce matin avec le général Paloméros, qui s'intitule « Pour un bouclier antimissile véritablement européen ». La question étant que le sentiment de ceux qui ont rédigé cet article, c'est que la concertation sur un sujet aussi important n'a pas été suffisante avec les différentes parties prenantes, les pays européens dotés, l'OTAN lui-même. Deuxièmement, c'est qu'il y a quelque chose qui est une initiative allemande très brillante, puisqu'elle a réuni derrière elle 17 pays, c'est tout à fait remarquable. Mais pour faire un bouclier européen, il ne faudrait pas être simplement 17. Il y a une quinzaine de pays européens qui n'ont pas, pour le moment, rejoint cette initiative. Parmi eux, la France, l'Italie, l'Espagne, la Pologne, et puis la Grande-Bretagne n'est qu'observateur.
Sur les solutions qui sont proposées et qui par l'Allemagne... On lira ton article avec intérêt. Oui. Je termine. C'est juste pour t'amener à poser une question. Ça m'amène à ma question, mais tu as évoqué cet article. Oui, oui, bien sûr. J'explique que... Non, mais comme je t'ai fait de la publicité, c'est pas nécessaire d'en rajouter. Donc il faut donner du contenu. Sur les solutions proposées par l'Allemagne, il y a des solutions allemandes, américaines et israéliennes. Et aucune prise en compte des solutions européennes disponibles qui devraient être comparées. Donc les Britanniques, et j'en termine sur l'exposé de notre article, ont pris l'initiative de proposer une lettre d'intention visant à ouvrir le jeu et à prendre en compte notamment les solutions européennes disponibles. Et ma question, évidemment, c'est que pensez-vous de cette initiative allemande de bouclier antimissile soi-disant européen? Merci Denis. Antoine Bouvier. Merci. Antoine Bouvier, Airbus, donc je vais peut-être apporter quelques précisions pour vous rassurer sur le prix de l'Eurodrone. Ah, pardon. Parce que j'ai vu que la salle réagissait, donc je pense que ça mérite de rassurer la salle. Parce que vous avez mentionné à juste titre que ces calculs, qui en fait font suite à certaines polémiques dans le cadre de discussions sur la LPM, la concurrence de différents programmes, contiennent l'ensemble des frais de développement, l'ensemble des frais de MCO pendant plusieurs années, que ce sont des systèmes qui eux-mêmes ont plusieurs drones, et que donc au total, si on regarde le prix d'un drone, c'est presque un ordre de grandeur inférieur à ce que vous avez dit. Maintenant, le débat est un peu faussé, parce qu'on appelle drone à la fois ce que vous avez mentionné, un équipement de quelques kilos, et l'Eurodrone qui a 11 tonnes de masse totale, des dizaines d'heures sur zone, qui donc est un outil stratégique qui est comparable à un avion, sauf qu'il n'est pas piloté. Et que la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on peut, dans ce débat, clarifier les différents types de drones sans tomber dans une certaine simplification sur ce mot qui recouvre un éventail extrêmement large. Et ensuite, la question qui se pose, puisque seulement 20 systèmes avec chacun plusieurs drones a été commandé, que donc le ratio non récurrent-récurrent est évidemment défavorable. La réponse, ce n'est pas nécessairement, et je ne pense pas que ce soit l'objectif de réduire encore ou d'avoir des équipements qui sont moins performants, mais en fait, une fois qu'on a fait l'investissement dans un développement, d'avoir la masse suffisante avec la performance. Et donc se poser la question, comme c'était le cas sur le drone turc, non pas d'en produire 20 systèmes avec quelques drones par système, mais d'en produire beaucoup plus. Et à ce moment, on aura à la fois l'effet de masse et l'amortissement sur un nombre suffisant de machines du coût de développement qui aura été consacré à cette nouvelle capacité. Merci Antoine. Il n'y avait pas de questions, mais il y avait l'interrogation en revanche Non, de Ulrich. Je vais la reprendre parce que quand elle a dit, ce qui était très vrai, quand on a tiré contre un drone outil qui coûtait 50 000 €, qui menaçait un bâtiment de la marine marchande, un missile qui lui coûtait plusieurs centaines de milliers d'euros, voire 1 million. C'est vrai qu'à ce moment-là, on se pose la question de la proportionnalité. Elle y a répondu en disant, si l'objectif stratégique à défendre, en l'occurrence un avion marchand ou la liberté sur les mers, ou un hôpital, ça justifie, pareil peut-être dans l'autre sens. C'est vrai que quand même, ce sont des questions, les gens voient bien que, et tu as raison de dire, il y a drone et drone, ce n'est pas tout à fait la même chose, mais la question se pose quand même dans les panoplies militaires des coûts. Comment ? Ah, non, on va laisser Ulrich, et puis oui. La vulnérabilité a un prix. C'est-à-dire que c'est certainement inacceptable de descendre avec des missiles coûteux des drones qui sont tout petits. En revanche, pour descendre un drone qui vole à l'altitude supérieure à un avion de chasse, il faut un missile mais je suis d'accord, mais oui. Ce que tu as écrit sur l'incident en mer Rouge n'est pas applicable à la vulnérabilité. On est d'accord, mais c'était une façon de relancer ou de reformuler une question pour Ulrich, pour lui laisser répondre. Ulrich, vous avez la parole. Merci. Excellente question et point de réflexion. Donc, commençons par l'Eurodrone. Et merci beaucoup pour cela. Et bien entendu, j'ai fait un peu la polémique avec ce nombre de 150 millions. Et d'ailleurs, je recommande vivement à tous les professeurs dans la salle une chose que moi j'ai fait quand j'étais étudiante. Dans notre cours, on devrait calculer les frais
je crois à l'époque, c'était les frais d'un F-16 ou F-35, je ne me rappelle plus. On l'a fait en groupe et les prix qu'on a calculés à la fin étaient complètement différents. Les coûts étaient complètement différents. Pourquoi ? Parce que la question, c'est toujours qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qu'on calcule? Est-ce qu'on prend tous les frais de développement, toutes les recherches qu'on n'a jamais vues et on les met sur l'entretien, sur ces petits systèmes? Est-ce qu'on prend tout simplement le prix auquel on peut acheter un système qui est beaucoup plus bas? Tout cela, c'est hyper intéressant à réfléchir sur ça. Et donc, c'est aussi pour ça que chaque fois qu'un journaliste me demande combien coûte ce drone, je leur dis, ça dépend de ce que vous demandez. Donc, premier point important. Deuxième point important. Et d'ailleurs, je l'avais dit, à mon avis, il y a absolument une place pour des systèmes et des drones plus sophistiqués que de ce que je viens de parler. Justement, j'ai peur. Et je l'ai bien dit, j'ai peur qu'on va trop dans la direction de la guerre en Ukraine où on dit, voilà, le futur, c'est 10 000 quadcoptères. Oui, c'est peut-être important, mais il y a une place pour des drones sophistiqués dans des contextes différents. Et donc, justement, parlons d'une hypothétique guerre entre les États-Unis et la Chine. Vous croyez que les quadcoptères vont jouer un rôle si on se base sur le Taïwan? Bien sûr que non, c'est un contexte complètement différent. Un contexte maritime où les distances sont complètement différentes. Donc, en quadcoptère qui fait genre 15 km, ça ne sert à rien du tout si on se trouve en Taïwan et veut frapper la Chine, enfin, peu importe. Donc là, il y a une place pour les systèmes sophistiqués et bien entendu, ils coûtent plus, mais ça, c'est pas le problème. Néanmoins, on ne peut pas se trouver dans la situation où on produit très peu et très, très coûteux et après, on ne peut pas se permettre de perdre ces systèmes. Parce qu'après tout, un des atouts des systèmes pilotés à distance est justement qu'on peut se le permettre de les perdre parce qu'il n'y a pas de pilote là-dedans. Et donc, au moment où ça devient trop coûteux, tout ce logique ne marche plus. Par contre, sur votre question, genre le terme des drones et comment est-ce qu'on explique aux gens que le drone, ça va justement du Black Hornet qui est tout petit, qui ressemble à un jouet qui vole de la main d'un soldat, au Eurohawk, ou pardon, le Global Hawk, le Eurohawk n'existe toujours pas, le Global Hawk, qui a l'envergure d'une Boeing 737, c'est bien. Oui. Donc, à mon avis, on a un peu perdu cette question. Parce que c'est intéressant, parce que quand moi, j'ai commencé à travailler sur le drone, les gens ne savaient pas trop ce que c'était. Mais quelques années plus tard, tout le monde, quand on disait drone, pensait Predator. Et justement, c'était aussi un problème, parce qu'il y en avait plein d'autres. Après, 5-10 ans plus tard, le développement civil c'est fait à un point où tout d'un coup, tout le monde pensait DJI Mavic et ne pensait plus au Predator ou au Reaper. Et le problème, c'est que ça décrit toute une gamme de systèmes et il faut juste être très, très clair de ce qu'on parle. Et d'ailleurs, c'est la même chose pour les systèmes anti-drones, parce que bien entendu, les aigles ne servent rien contre un Predator et un Iris-T, on n'utilise pas contre un DJI Mavic. Il faut l'expliquer, il faut le dire. European Sky Shield, je vais lire votre article, bien entendu. Donc, c'est un peu... J'en suis pas spécialiste, justement, ça fait partie de ces coopérations européennes lesquelles je regarde en ce moment. Donc, je ne sais pas à quel point tout le monde dans la salle connaît cette initiative, mais European Sky Shield Initiative, c'est donc une initiative menée par l'Allemagne où maintenant il y a, je ne sais pas, 17 pays qui travaillent avec l'Allemagne pour créer ce bouclier antimissile au-dessus de l'Europe, bien que, pour dire la vérité, là, en ce moment, c'est surtout une initiative à acheter des systèmes ensemble. Ce qui est toujours une bonne idée, parce qu'à priori, ça devient moins cher
Donc c'est bien pour les Européens d'acheter des systèmes ensemble, mais d'après ce que j'ai entendu, c'est pas encore un bouclier très intégré, si vous voulez, jusque-là. Ça a causé des vrais problèmes que, bizarrement, apparemment, l'Allemagne n'a pas du tout consulté la France, ou alors très très peu de gens en France, avant de proposer ce European Sky Shield Initiative, qui justement, on l'avait dit, consiste à un système américain, allemand et israélien, mais pas un système européen. Il y en a, surtout un système franco-italien qui aurait pu être intégré, mais dans ce cas, si je l'ai bien compris, on n'aurait pas pu intégrer le Patriot américain qu'on voulait absolument intégrer, etc., etc. Après, je suis une grande fan des coopérations européennes et coopérations franco-allemandes d'ailleurs, mais ceci ne veut pas dire qu'il faut absolument faire tout ensemble. Il peut y avoir des moments où ça vaut le coup de dire, bon, on ne le fait pas ensemble. Est-ce que le European Sky Shield est un de ces moments? Je ne sais pas, mais c'est possible et ce n'est pas la fin du monde si on le fait pas ensemble. Mais ce qui est clair, c'est que la manière dont ça a été créé, ça n'a certainement pas été idéal. Et j'ai un peu l'impression que le gouvernement actuel allemand a comment ça se dit, est tourné de façon plus automatique vers les États-Unis que vers l'Europe et surtout vers la France. Je n'ai pas encore compris pourquoi exactement, parce que je connais aussi les gens dans ce gouvernement qui sont très proches de la France, justement. Il y a énormément de coopération, mais en ce moment, c'est certainement difficile et c'est un problème, et c'est justement pour ça que je vais travailler sur les coopérations franco-allemandes. Ça, c'est ce que je peux dire sur le European Sky Shield. Et puis, la question de désinformation. Enfin, pour dire la vérité, je n'ai pas de très bonne réponse, personne ne l'a. À mon avis, le plus grand problème, c'est que d'un côté, la meilleure réponse à la désinformation faite par les nouvelles technologies, si vous voulez, c'est justement les nouvelles technologies, et ça existe déjà. Il y a plein d'outils qui permettent à voir si, par exemple, une vidéo est créée par l'IA ou pas, si ça a été modifié ou pas. Pour être clair, en ce moment, ça ne marche pas parfaitement, et ça aussi, ça pose problème, mais a priori, la réponse pourrait être la technologie. Mais le vrai problème, après, c'est que les gens croient ce qu'ils veulent croire. Et on voit ça tout le temps. Enfin, on voit des moments où il n'y a même pas de questions. Enfin, on se rappelle bien première présidence de Trump, où c'était dit qu'il y a plus de personnes sur cette photo que sur cette photo. Il n'y avait même pas un essai à faire semblant que c'était le cas. Mais on est dans une sorte oui, on est dans un contexte politique où les gens veulent croire, ou alors disent qu'ils croient des choses qui clairement ne sont pas correctes, que la réponse technique est justement pas une réponse. Dire que non, mais mon outil IA dit que ça a été produit par un autre outil IA, ça va servir à rien. Donc finalement, je n'ai pas de bonne réponse à cette question. Il va falloir éduquer les gens plus, avoir une meilleure discussion politique, mais comment on va arriver là, je ne peux pas vous dire en 5 minutes. Ulrike, merci. Une dernière question, vous l'accepteriez? Ah, alors il y en a deux, alors vous deux, mais voilà. Alors il y a Antonin, allez-y. Vous avez le micro en premier passé. Et Antonin est là. Bonsoir. Bonsoir, merci pour cette conférence. Je voulais juste avoir votre avis sur la question de la conversion d'anciennes technologies en drones. Je pense à la question chinoise. Il me semble que les Chinois veulent transformer leurs vieux MiG en drones pour saturer l'espace aérien. Voilà, je voulais juste avoir votre avis sur cette question. Merci. Merci beaucoup. Et moi, c'était plus une question en rapport avec la mer Rouge. La question du coût de la défense aérienne contre les Houthis, elle est apparue régulièrement.
Et les premiers usages de laser contre des drones et des missiles a été mentionné notamment par les Américains, il me semble aussi par la marine britannique. Est-ce qu'actuellement les projets, notamment pour les marines françaises, allemandes et européennes, prévoient de généraliser les flottes à l'usage de lasers, qui pour le coup seront vraiment beaucoup moins chers, sans pour autant pouvoir défendre l'intégralité du spectre des attaques qui peuvent être subies? Merci beaucoup, Ulrike. Les 2 dernières réponses aux 2 dernières questions. Merci pour ça. Je peux faire relativement court sur ça. Donc, sur les lasers, d'après ce que je sais, je connais un peu la recherche sur ça. Jusque-là, ça n'a pas très bien marché à cause de plusieurs raisons. Premièrement, et ça peut changer avec le développement technologique, mais normalement, pour combattre un système avec un laser, il faut quand même le cibler pendant un moment. Ça ne va pas aussi vite qu'un missile et ça peut poser problème si ça bouge rapidement, etc. Il y a un effet du mauvais temps. Quel rôle a cela? Il faut beaucoup d'énergie. Ça peut se faire dans certains contextes, mais pas dans d'autres. Donc, j'ai vu que ça s'est amélioré et peut-être que ça va être la réponse, mais jusque-là, je n'ai pas l'impression que ça s'est beaucoup travaillé là ces derniers temps et qu'on peut que ça va bientôt venir, mais je ne sais pas. Donc, quelque chose à voir certainement. Transformer d'anciens systèmes pilotés en drones, ça c'est hyper intéressant parce qu'en fait c'est aussi comme ça que les premiers drones sont un peu venus. Donc les premiers drones de ciblage, les target drones, justement assez souvent étaient d'anciens avions qui ont été transformés pour voler à un certain moment sans pilote et après on pouvait les cibler. Donc ça se fait depuis un bon moment. Je peux voir un contexte où ça a un sens. Justement, quand on parle de masse, quand on parle de saturation, si on a énormément de systèmes dont on n'a plus besoin, ça peut être utile de les transformer en système piloté à distance ou justement autonome, si ça se fait relativement peu cher. Et donc, juste peupler le ciel encore plus. Donc, oui, je vois ça, mais je n'ai pas l'impression non plus que c'est quelque chose qui est beaucoup répandu en ce moment et c'est quelque chose sur lequel tout le monde travaille, mais ça peut avoir une place aussi. Merci beaucoup Ulrike, c'était vraiment passionnant, très stimulant comme réflexion. Alors, on a compris que vous reviendrez très vite pour nous parler du SCAF, qui aura peut-être dépassé. En tout cas, un grand merci. Merci à vous.